merci de votre présence. Je suis très fier d'accueillir notre invité ce soir. Je vais d'abord vous montrer ce livre. C'était en 1987, j'avais 19 ans. Et je travaillais à la librairie de cinéma Le Réverbère, qui existe aussi aujourd'hui. Et il me l'avait dédicacé. Et depuis, je l'ai lu 3, 4 fois, 10 fois. Je l'ai tout simplement appris par cœur. C'est un livre qui est pour moi aussi essentiel pour apprendre le cinéma que le Hitchcock Truffaut, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est devenu, grâce à Capricci, un beau livre avec des photos, un ajout de conversation qu'il a ajouté à la fin. Et puis, il va de toute façon lui-même vous dire ce qu'est devenu donc ce livre magnifique. Pour ceux qui vont l'acheter et le lire pour la première fois, vous allez découvrir quelque chose d'absolument incroyable parce qu'il l'a fait, il lui a fait tout dire, il lui a fait tout raconter. On sait tout de Sergio Leone avec ce livre. Donc il est là, il sera là évidemment après sa conférence pour vous retrouver sous l'envers et pour vous signer le livre. Il reviendra présenter Le Bon, la Brute et le Truand. On est donc très très fiers d'inviter. Je vous demande de réserver votre meilleur accueil à Noël Simsolo. Sentimental. Je voudrais, comme je suis ici, je ne viens pas souvent, j'aurais une pensée pour Bernard Chardet et Bertrand Tavernier qui étaient mes amis. Et également pour Michel Simon, sans qui ce livre n'aurait pas existé. On va commencer par là. Je ne vais pas vous faire du Sergio Leone, mais il y aura peut-être des flashbacks, des retours, des... C'était l'époque où je venais de faire avec mon ami Jean Harmonie les entretiens avec Sam Fuller, qu'on aimait bien. Et le bouquin paraît, et Sergio passe à Paris, il m'appelle, quand on voit, bon, alors, comme d'habitude on se voit, et je lui donne le bouquin. Et il m'a dit, pourquoi tu ne fais pas avec moi? Je lui dis, écoute, on est amis depuis 15 ans, je n'ai pas pensé que ça t'intéressait. Tu sais, moi je veux bien avec toi. Ah bon? Et le lendemain, c'était le samedi, j'arrive au Panorama de France Culture, Michel est là, et je lui dis à Michel, écoute, je sais pas, il m'a dit ça, écoute, moi j'ai une collection, je stocke, on signe tout de suite. Et le bouquin s'est fait comme ça. Voilà. Pourquoi ce bouquin s'est fait? Parce que peut-être que, disons simplement, dans la vie des amoureux de cinéma, il y a des rencontres avec des films, avec des auteurs, avec des cinéastes, mais il n'y a pas souvent des rencontres avec, en plus, un ami. Et je crois que si vous m'avez beaucoup moins vu écrire sur Léon et laisser des gens écrire un peu en piquant pas mal dans le bouquin, ou dire des conneries, et il y en a qui ont dit beaucoup de conneries, y compris en analysant les films, comme par exemple que Lee Van Cleef avait été doublé, que sa main, c'était une fausse main qu'on mettait avec une phalange en moins pour le western, alors que le pauvre Lee Van Cleef, il y avait longtemps qu'il avait mal coupé. Bon, faisons pas d'histoire personnelle. C'est que, pourquoi on devient ami avec quelqu'un dont on admire les films? Comment ça se passe? Alors on va remonter un peu dans le passé, le sien et le mien. Moi, quand j'étais gamin, ma mère était séparée de son mari, mon père, et nous élevait ma sœur aînée de 2 ans et moi à Lille, dans un 2 pièces, petit 2 pièces, avec une petite piécette qui servait de cuisine. Et elle faisait des ménages. En 49-50, sur des ménages, on n'a pas beaucoup d'argent. Il y avait toujours des chansons, il y avait toujours des livres qui traînaient à la maison, les bouquins n'étaient pas chers. Et tous les dimanches, on allait au cinéma, un cinéma de quartier, ça coûtait pas cher. Et il y avait un cinéma qui s'appelait Le Paris, à Lille. Rue de l'Hôtel Militaire, c'est devenu un hôtel, je crois. Et il marchait le samedi et le dimanche, puis le lundi pour les commerçants et le mercredi après-midi pour les enfants. Et les types qui avaient ce cinéma, je ne sais pas pourquoi, ils avaient une programmation extraordinaire. Et dès l'âge de 5 ans, j'ai vu Guitry, j'ai vu Cocteau, j'ai vu Hawks, j'ai vu tout ça. Ça m'entrait dans la tête. Mais je n'étais pas un fou des westerns. Je ne sais pas pourquoi, j'aimais bien, mais c'était pas. Je sais que dans la cour de récréation de l'école, quand ils jouaient au cow-boy, tout ça et tout, bon, c'était pas tellement mon truc.
Et en plus, il s'est passé que plus tard, quelques années plus tard, quand j'étais au collège, une camarade de tramway, on avait un tramway qui nous conduisait, j'avais pris connaissance, elle était assez jeune, c'était la sœur cadette d'une fille qui était plus ou moins la maîtresse de Jean Wagner, qui était un critique du cinéma, qui était de Lille. Et elle m'a prêté les paquets du cinéma jaune. Et là, j'ai appris le cinéma d'auteur, et pour moi, les westerns n'existaient pas, c'était des films de Nicolas Ray ou d'Anthony Mann. Et je suis entré dans la cinéphilie en vivant de Brick et Broc, et il y avait des ciné-clubs que j'ai découverts. Et j'allais au ciné-club où j'avais pris un peu la parole grâce à mon ami Henri Delot. Puis un beau jour, je vais voir un film qui s'appelle Pour une paix de dollars, parce que je voulais tout voir, comme je pouvais. J'avais pas d'argent, je me débrouillais. Et je sors de là enthousiaste, vraiment enthousiaste. Je ne sais pas encore que c'est Sergio Leone, mais je suis enthousiaste. Et j'en parle à un mec dans la rue qui ferait un ciné-club. Il me traite de tous les noms. Il m'insulte. À tel point que ça ne me plaît pas quand il se retrouve, il faut un compris dans les fesses. 20 ans après, ou 25 ans après, comme la première édition vous a montré mon camarade est paru, je rencontre ce mec dans la rue. Il me dit « Ah, c'est formidable que tu as écrit sur Léon et tout et tout. » Je ne pensais pas qu'un coup de pied dans les fesses s'oubliait si vite, mais ça explique un petit peu tout ce qui s'est passé avec l'homme et je m'excuse de ce préambule. Et quand j'ai su que c'était Léon, je me suis rappelé que j'avais vu un des seuls péplums que j'avais à peu près supporté, qui était le Colosse de Rhodes. Le Colosse de Rhodes, ça m'avait assez plu. J'avais trouvé ça bizarre, mais intéressant. Par contre, j'avais été très déçu par Sodome et Gomorrhe qu'il avait co-signé avec Aldrich. Donc, bon, mais j'ai su que c'était Léon. Et puis, j'ai voulu revoir le film. Puis j'ai vu la suite. Et Le Bon, la Boîte et le Truand. Mais les trois quarts des critiques démolissaient ce qui est un succès populaire. Les cahiers du cinéma avaient démoli complètement Pour une poignée de dollars, positif aussi. Il n'y a qu'au moment de Bon, la Boîte et le Truand que ça a commencé à bouger. Simon avait écrit un texte positif, j'ai mis pied dans les cahiers, mais légèrement. Et quand je suis arrivé à Paris en 68, je cherchais les salles de quartier autour du Gare de l'Est et de Strasbourg-Saint-Denis, parce qu'ils repassaient en version française les Léon et Terence Fischer. Et j'avais fait la connaissance de Jacques Rivette, et on se retrouvait là avec Jacques Rivette, monsieur Jacques Rivette, l'inventeur de la notion du cinéma d'auteur avec Truffaut. Et on était enthousiastes. Et il adorait ça. Et puis il est arrivé, il était une fois dans l'Ouest, le succès était énorme. La critique commençait à en parler, bien, mais encore il y avait les contre, ceux qui étaient contre. Et le choc a été, pour moi, je commençais un peu à être critique de cinéma un petit peu quoi. J'étais entré dans une revue qui s'appelait Zoom, que tenait Michel Camp, créateur de Minuit Fantastique pour les amateurs. Et le futur cinéaste Mission nous avait invités à la projection de Il était une fois la Révolution. Et avec Michel, on y va un après-midi, je sors de là KO. Je préfère aux autres, c'est pour moi un film sublime, si bien que je demande à retourner le lendemain à la projection. Je reviens le lendemain, à la seule projection, on me dit, mais Léon est là. Je dis, bah, je peux téléphoner, mais je n'avais pas de portable à l'époque. Je téléphone chez Michel Camp, je lui dis, bah, Léon est là. Il dit, quoi, Léon est là? Bon, si demain tu peux l'interviewer, je viens chercher le lendemain, si tu as retranscrit, on le met au marbre, ça apparaît dans le numéro qui se prépare de Zoom. Et c'est là que je rencontre Léon. Début de l'entretien, ça vous dira qu'il est l'homme. Il est entouré d'un tas de picassiettes, sauf un. Futur producteur d'Ambert Saada, qui est là, qui est un peu mieux que les autres. Et qui m'interrompt. Oui, mais Léon, c'est un grand, vous n'y comprenez rien et tout. Et lui, bah oui, bon, ça va, ça va. Et au bout d'un moment, en avançant, la discussion devient autre chose. On ne se met plus à parler de ses films ni de lui, on parle de comment c'est fait. Ce qui ont été repris là-dedans, il y a un rapport qui se fait très très bien. Le truc s'apparaît et moi je n'y pense plus. J'ai autre chose à faire. Mais je me renseigne sur Léon. Et j'apprends là, contrairement à ce qui était raconté dans certains journaux, fils de cinéaste, c'est une grande comédienne, c'est un fils de pauvre. Comme moi. Parce qu'en 1929, quand il est né, Mussolini avait interdit de travailler son père. Tout ce qui était beau dans la maison était vendu. Il n'avait pas d'argent. Elle ne faisait plus de cinéma parce qu'elle s'occupait de son fils. Et lui aurait voulu avoir un frère, mais c'était un enfant tardif. Et il souffrait de ça. Alors il disait à ses copains, j'ai inventé le cinéma, mon père inventé le cinéma et tout. Et il fréquentait les petits voyous. Et finalement, je ne dirais pas, je ne le comparerai pas. Mais disons, au niveau du
de l'essence d'un individu, il y avait des petites choses communes qui faisaient peut-être qu'en effet ça me plaisait, mais il y avait autre chose que je ne comprenais pas. Pourquoi ça m'intéressait autant? Et puis lui, il a voulu me revoir, et puis j'avais fait un long texte sur la revue du cinéma, et puis je ne pouvais pas, je partais quelque part, et c'est l'année d'après au Festival de Cannes où je le vois et je lui dis bonjour, j'avais fait un atelier dans toi, écrit ça, dommage, et tout, on va manger. Et on parle, et là, il me dit dans les lectures qu'il a, parce que c'est pas du tout un imbécile, une des choses que j'avais senties dans ces films, d'autres l'avaient sans doute senti, je n'étais pas le seul, mais qui m'a fait peut-être être aussi fort, impacté, comme on dit aujourd'hui, par lui. Très jeune, à 15 ans, il avait lu Le jeu de la nuit. Et il ne savait pas que moi, en 65, j'ai le premier au monde à faire un récital Céline, que c'était mon livre de chevet. Et après, en voyant les films, je me suis rendu compte à quel point Céline était là. Et là, on va parler de ces films, mais pas que Céline. Tout ce qu'on appelle la l'objectivité. Pavès, William Carlos Williams. Et je me rends compte, Sergio, que je vois parfois, on devient amis, peu à peu, je découvre que c'est un type qui a une culture immense, contrairement à ce que racontait la critique d'alors. Alors, on va faire un flashback à la critique d'alors. Ce bouffeur de spaghettis qui pense qu'au pognon. Il y a que côté le masque et la plume, ou monsieur Charensol est ignoble. Oui, ce cinéma qui fait que t'étirer, on attend que ça se passe, on s'ennuie. Bon, il était démoli. Les mêmes qui, des années après, lui disaient du bien, ça me fait penser au gars coupé dans les fesses. Et un jour, il y avait je ne sais pas qui, il y avait un journaliste qui vient à Cannes, il dit « Ah, Sergio, tu es là, tu sais, formidable, tes films, c'est bien. » Oui, oui. Il s'en va, je ne sais pas que tu connaissais. Il dit « Si, je connais, mais un jour, s'il vient à Rome, je montrerai les textes qu'il écrivait contre moi à ce cours d'enfant de sultan de merde. » Parce qu'il était comme ça. Bon, il avait la bonne mémoire. Et puis, ce qui est arrivé d'important, peut-être, c'est que je commençais comme ça, il m'avait donné ses coordonnées, et dans la vie, il n'y a pas de hasard. Je pense que les gens qui parlent du hasard, c'est une connerie avec destin. Et Ferreri m'avait demandé de venir à Rome pour réécrire avec lui l'Ultima Donna. Parce que j'étais copain de Piccoli de Pardieu, parce que j'avais joué dans son film Touchez pas la femme l'autre, parce qu'on se connaissait plus longtemps que Marco. Et donc, je décide avec la deuxième épouse, que je n'étais pas encore marié, mon amoureuse de l'époque, je demande est-ce que je peux venir avec elle, et dans ce cas-là, je prendrai un petit hôtel pour les frais, comme ça on pourra. Et je pense que cet hôtel célèbre, le Smeraldo, que ceux qui connaissent Rome ont peut-être connu, qui était via les Cavalieri, tout près de la Piazza Spagna. Et bon, je suis dans cet hôtel, et puis forcément, Ferreri ne travaille pas le samedi dimanche. Bon, et moi j'ai des copains à Rome quand même. Bon, et un soir, un samedi soir, je rentre un peu tard avec Kadisha. C'était un petit hôtel, il n'y avait pas de téléphone. Et là, je me suis rendu compte qui était Sergio Leone pour les Italiens. À minuit, on vient tambouronner à la porte, c'est le patron. Et il crie Signora Simpson, Sergio Leone le téléphone! Je sors et tous les gens sortent de leur chambre. Je descends. Allô, Sergio? Oui. Demain, la voiture, la macchina, elle vient. Tu viens manger haut, je te présente ma femme et mes enfants. Mais il ne m'a pas fait présenter sa femme et ses enfants. Il m'a montré ce qu'il possédait. Et là, j'ai compris pourquoi les gens ne comprenaient pas ce dont j'ai parlé. C'est moi qui fais plein comme ça. Pourquoi là, ça ira mieux comme ça. Tout le monde m'entend? Pourquoi j'étais aussi intéressé par lui? Il commence par me dire, tu vois là, le tableau là. Oui, c'est un Chérico, c'est limite, non, c'est 2 tableaux que Giorgio Chérico que j'ai achetés. Ah bon? Et ça, c'est un Maxence, avec l'argent de Colosse de Rhodes. Ah bon? Là, tu vois, les meubles, c'est des meubles d'Athènes et tout. Et je me rends compte que c'est un collectionneur de tableaux, et il me met à parler du surréalisme. Et moi, le bavard, je suis gâteux, j'écoute. Je vois que ce type est d'une culture immense. C'est pas du tout ce qu'on raconte. Et c'est la première fois qu'on a commencé à parler, il ne savait pas que j'avais commencé à être peintre, on a un peu parlé de la peinture et du cadre, et de la couleur, et comment quelqu'un entre dans un cadre de cinéma. Il faut dire à l'époque que j'avais déjà fait quelques courts-métrages, j'avais réfléchi. Et je parle avec lui mise en scène. Et je me rends compte, ce que je sentais, et c'est pour ça que ce livre est aussi facile à faire, je sentais qu'il était un auteur comme Rivette définissait l'auteur. Je ne sais pas si vous connaissez la définition de l'auteur chez Rivette. C'est, pour aimer les films de Mizoguchi, c'est pas la peine de savoir parler le japonais, ni de connaître l'histoire du Japon, il suffit de savoir parler le Mizoguchi. Comment c'est filmé. Et je me rends compte que finalement, Leone est un inventeur.
Et après, bon, notre amitié a été, on a parlé, et puis ça a donné le bouquin. Alors maintenant, pourquoi je dis maintenant, j'arrête là que c'est personnel, pour un moment, pourquoi c'est un inventeur? Quand Sergio commence à faire des films, il faut connaître son histoire. Il a fait tous les métiers, cameraman, assistant, scénariste, tout. Il a même réalisé pour Fabrizi, il a réalisé 2-3 films qu'il ne signait pas, l'autre il disait ce qu'il voulait, il filmait. Et il a été assistant d'État américain. D'abord sur Covadis, sur Hélène de Troyes, où il a été l'assistant de Wise pour les scènes intimistes, et de Walsh, parce que peu de gens savent que Walsh a tourné les scènes de bataille. Puis après, il a été assistant sur Ben-Hur, où il a appris tout ce qu'on pouvait faire et qu'il fallait faire attention à ne pas faire. Il y a une anecdote importante. Vous avez remarqué sans doute qu'il y a chez Léon une volonté d'exactitude des vêtements d'époque et tout ça. Et bien ça vient que quand Wheeler préparait Ben-Hur, il avait préparé tous les costumes. Et Wheeler, c'était un maniaque, des figurants, tout ça, tout était prêt. Il fait bien la plus grande spécialiste de cette époque-là, disons, sur le plateau, il dit, Madame, regardez, je vais vous montrer les costumes, les sandales qu'on a fait et tout, vous allez voir, c'est votre univers. Et il nous montre tout. Et à la fin, Léon était là, et il lui dit, qu'est-ce que vous en pensez? Elle dit, ah, c'est magnifique, c'est formidable. Non, non, c'est bien comme ça que c'était. Ah, vous voulez que c'était comme ça? Ah non, alors il faut tout brûler. Et là, Léon l'a pensé. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment tu fais pour... il dit, mais c'est simple. Dès les premiers, j'ai été voir les photos, les choses. Dès le second. Mais à partir du troisième, j'ai été, moi qui n'aime pas prendre l'avion, à la bibliothèque du Congrès, à l'époque il n'y avait pas Internet, pour voir les documents. Et quand les gens disent que les gens ils arrivent sales chez moi, mais ces crétins, ces enfants de putain, ils ne savent pas que quand le type arrivait à cheval devant un saloon, il enlevait son poncho qui tenait debout tellement c'était crasseux, il fallait qu'il aille se laver, on ne le laisserait pas rentrer tellement il puait. Alors qu'est-ce qu'ils me racontent? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils en sont à Tom Mix. Et là, autre truc. Pourquoi Eastwood joue comme il joue dans les films? Minimalisme absolu. D'où ça vient? Pas de Eastwood. Ceux qui ont regardé Rawhide, c'est vrai qu'il savait jouer un peu comme, mais bon, c'était quelqu'un d'un acteur. Mais l'homme, lui, il avait vu beaucoup de westerns, y compris des westerns muets quand il était gosse. Même sous Mussolini, les westerns muets américains, n'oubliez pas que les Américains sont entrés en guerre qu'en 1941. Donc la culture américaine existe en Europe. Et d'ailleurs, le métro Goldwyn-Mayer a eu ses bureaux à Berlin sous Hitler jusqu'en 1941, fin 1941, le 4 décembre, lorsqu'il y a eu Marengo. Eh bien, il avait repéré, dans les acteurs plus récents, des années 50, Rodolphe Scott. Je ne sais pas si vous aimez Rodolphe Scott. Et Rodolphe Scott s'était inspiré, lui, d'un acteur favori de Thomas Ince, le rival de Griffith, qui s'appelait, et qui est un type qui a fait des chefs-d'œuvre que je vous conseille de voir. Voilà une bonne idée à donner pour un festival comme ici, s'ils n'ont pas déjà passé ces films. William S. Hart. William S. Hart, c'était l'acteur qui avait donné envie aux surréalistes de parler de western aussi à Cocteau. Lui, on l'appelait Face de Pierre. Il écrivait toujours pareil et parfois il pleurait, c'est tout. Mais les films sont extraordinaires. Il avait repris l'idée du beau mauvais garçon, parce que Léon prendra beaucoup, à Branco, et il avait repris, lui, ce thème-là. Et Léon avait compris qu'il fallait justement retrouver le néoréalisme, si j'ose dire, de ces films-là. Parce que, parlons du western une seconde. Vous savez que le beau western est arrivé dans les années 20. Les premiers films tournés, ce n'étaient pas des westerns. Il y avait beaucoup plus de ce qu'on appelait les Indian Pictures. Les premiers films tournés où il y a des gens de l'Ouest, c'est la pauvre indienne métisse qui a été épousée. Tout ça se tournait sur les toits de New York avec une espèce de toile derrière. Et le mot western, ça vient de quoi, western? Western, c'est ce qui est à l'Ouest. Et peu à peu, le western a descendu vers le bas.
Hollywood avait plus ou moins été créé par Cecil B. DeMille. Mais le premier western de Cecil B. DeMille, c'est quoi le titre? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Ce Screwman, le mari d'Ascrew, le mari blanc de Lascaux. Et ça a été une des rares fois de M. Anglais avec Tavernier, que vous connaissez. Vous savez très bien que nous étions complices. Et un jour, on était ensemble, il dit « Oui, tu sais, c'est vraiment la flèche brisée, Dave, c'est le premier qui fait des films pour les Indiens. » J'ai dit « Il arrête de dire des conneries. » « Comment tu dis des conneries ?» J'ai dit « Mais non. Les Indian Pictures, toutes les années 20, muets, il y en a eu plein. » Et là, je lui dis « Ah oui, c'est vrai, t'as raison. » Et il dit « Oui, mais je sais pourquoi. » Il dit « Moi aussi. » Et vous savez pourquoi? Les Indiens d'Amérique ont été reconnus, les Indiens américains, au début des années 20, parce qu'ils avaient été héroïques pendant la guerre 14-18. Vous saviez ça? C'est là qu'on les a reconnus. Et là, les films n'étaient pas là-dessus. Donc, ça veut dire que Léon, il prend ce background de l'Amérique anti-Tom Mix. Tom Mix, c'était le shérif en galon qui prenait l'avion, qui prenait tout, casse-coude. Alors que les autres, c'était déjà... C'était des... Comment dirais-je? Ouais, William Hart, je vous dirais que c'est le Stroll du western, si vous voulez. Bon, c'était comme ça. Et Léon, il veut s'inspirer de ça. Mais Sergio, en même temps, il a tellement connu la misère, tellement les problèmes, il a travaillé tellement pour les autres, il faut qu'il ait de l'humour. Donc, il va mettre, comme à faire pour une play de l'âme, il va mettre de l'humour. L'humour de Sergio. Anecdote personnelle. C'était à Cannes, je ne sais plus en quelle année. J'étais, à l'époque, c'était pas le Cannes de Manin, avec Loubard, j'étais avec deux amis, et il y a un ami qui me raconte une histoire belge. C'était les grandes époques des histoires belges, la 69. Et j'avoue qu'elle est assez, je vais vous la lire. Il me pose la question, il dit, qu'est-ce que c'est qu'un Belge qui court autour de l'université de Louvain? Je ne sais pas. C'est un Belge qui poursuit ses études. J'ai peur de rire, et j'avais rendez-vous avec Sergio, à la Terrasse du Carlton. J'arrive au Carlton et je me marre. Sergio est avec un type que je ne connais pas. Il me dit, moi, pourquoi tu ris? Je dis, non, mais parce qu'on m'a raconté une histoire belge formidable. Et le mec dit, attention, je suis belge. Je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui Léon est en affaires, si c'est un ami à lui, je ne sais pas qui c'est. Donc, je m'assois, je ne dis rien. Et Sergio regarde le mec et dit, ça ne fait rien, il la racontera 2 fois. Et avec Sergio, j'ai eu des fous rires. Et il avait, dans les films qu'il a écrits, tous les mots d'humour, c'est lui, c'est pas les guitaristes. Il y en a un qui est merveilleux dans Le Bon Peuple de Truand, si vous vous souvenez. C'est quand il y a le mot qu'a laissé Santanza. Et alors, bon, Elie Wallach, tout con, c'est de dire, il fait j'aurais ta peau, id. Il se prend des idiots, c'est bon. Ça, c'était ses trucs à lui. Il avait cet humour-là, parce que c'était un Romain. Bon. Donc, c'était un pessimiste. Et je crois qu'il avait cette chose que Chris Marker me disait toujours, tu sais, c'était pas lui, mais il répétait ça tout le temps. L'humour, c'est la politesse du désespoir. Et plus pessimiste que Léon, je n'ai pas connu. Dans la vie, il riait, tout ça, mais c'était un pessimiste. J'ai un souvenir de lui assez étrange. Il venait de signer l'accord de la distribution française, il était une fois en Amérique, avec Gérard Pétou. Et un repas avait été organisé pour fêter ça avec les proches, les amis, ou des gens de passage qui étaient des acteurs qui pensaient pour le film. On n'était pas beaucoup, on devait être une quinzaine. J'étais le seul critique, mais je n'étais pas là comme critique, j'étais là comme ami de Sergio. Le seul critique était Serge Chazal de François, qui avait promis de faire un papier là-dessus. Et Chalet, mais Chalet était comme moi, c'était un ami personnel de Sergio. Il y avait Delon, il y avait Ventura, il y avait Robert Hossein, il y avait Frédéric Rossif. Et il y avait un ou deux acteurs qui auraient bien voulu travailler avec Sergio. Et à la fin de cette soirée, je suis resté seul avec Sergio, et je lui dis, on prend un taxi, mais on va marcher. On a marché dans Paris, jusqu'à son hôtel, et il était d'une tristesse pas possible. Ça venait d'être signé, c'était son jour de gloire. Il attendait de faire ce film depuis 15 ans, et il était triste. Et je me suis demandé à un moment si peut-être il était en se disant, c'est maintenant que les problèmes vont commencer. Et il ne savait pas autant le dire. Revenons en arrière. Léon tourne Les Derniers Jours de Pompéi, parce que Mario Bonnard, ami de son père, Mario Bonnard avait aussi, comme Mario Camerini, aidé son père à vivre.
est malade et il va demander les plans, il le tourne, il réalise le film et selon les degrés de bonheur. Mais pour le remercier, pour les temps, il fait quoi un film? Un péplum. Sergio, il n'a pas fait un péplum. Sergio, quand il avait 20 ans, il voulait faire Via la Gloriosa. C'était l'histoire des petits voyous, de la jeunesse, disons, à la Via Gloriosa, qui était pas loin de chez lui. Et il vit Vitelloni. Et il dit, ce salaud, il m'a pris mon idée. Donc il a ça sur le cœur et il a pas envie. Il a envie de faire des films. En plus, il voit des choses. Il a été assistant sur Prise de se perdre. Il a rencontré Lumumba, qui était à l'époque à la Poste. Il a vu comment les Noirs étaient traités par la colonie belge. Bon, c'est quelqu'un qui avait le cœur à gauche et les idées à gauche. Comme il disait, s'il n'y avait pas eu le compromis historique entre les communistes et les socialistes, l'Italie aurait été très loin. C'était son idée. Il avait eu le fascisme. Il y a cette histoire extraordinaire que je vais raconter sur la mort de Mussolini. Il était chez Losati, qui était un café à Plaza del Popolo à Rome, et il était avec Rossellini, Cavellini, son père et lui. Et ils sont là et ils disent, ce qui est mort, Blasetti, qu'est-ce qu'il va dire? Blasetti, c'est le cinéaste fasciste. Et Blasetti arrive. Blasetti arrive, il dit, t'as vu ton copain? Oui, c'est terrible ce qui s'est passé, c'est terrible ce qu'on a fait, on s'est trompé, c'est abominable, dit Blasetti. Et Rossellini, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour sauver l'Italie? Il demande à Blasetti en sautant un peu de sa gueule. Ah, il faudrait qu'un type arrive avec un cerveau comme ça, un cœur comme ça, des couilles comme ça. Et Roberto lui dit, Mussolini, oui, non. Et ça l'avait marqué. Il me racontait tout le temps. Et de même qu'il avait discuté avec Pasolini, et Pasolini, il disait à Pasolini, oui, tu vois, bon, actuellement, Bénu, il se connaissait très bien, je fais ça et tout, bon. Et il dit, c'est pas le cinéma que tu aimes, c'est pas. Il dit, mais arrête, c'est formidable, Bénu, dit Pasolini. Pourquoi? Ça donne à bouffer à un tas de Romains. Et il comprenait les choses. Donc, il était marqué là-dedans. Et quand il fait le Colosse de Rhodes, son idée, c'est de montrer. C'est un film politique. Un péplum politique décalé. Et à ce moment-là, il travaille avec un communiste sur le scénario, et ça se passe très mal. Et il lui dit, c'est pas grave, payé normalement, mais tu t'en vas pas. Et il est emmerdé parce que il s'en fout du péplum. Et il se dit, il faut que je fasse un film différent. Et il a l'idée du Colosse de Rhodes. Et l'anecdote est trop belle pour que je ne vous la raconte pas. Il est vers Veneto avec sa femme qui vient d'épouser, Carla, très importante, Carla et les enfants, la famille chez lui, dans les films aussi. Et il rencontre le producteur, il dit, ah Serge, tu vas faire un film formidable, le Colosse de Rhodes, c'est Steve Reese qui joue le Colosse. Il le regarde, il dit, non, comment, mais tu sais sûr, on en a d'autres qui peuvent faire le Colosse. Non, le Colosse, c'est une statue. Quoi? C'est une statue de monsieur ruiné, dit l'autre. Non, c'est une statue, mais elle crache le feu, elle marche, elle tue les gens. Ah, tu es un génie. Et il fait le Colosse de Rhodes, qui est un film très cher, qui marche très très bien, et on n'arrête pas de l'appeler pour qu'il refasse des péplums. Il ne veut pas. Et là, il lit ce Hoods de Henri Gray, qui n'est pas paru en France à l'époque. Et il dit, voilà, là je retrouve les voyous de la mafia. Il adore le film noir, c'est son genre, il est fou de ça. Et déjà, il a l'idée de faire ce film-là. Alors, il refuse tous les péplums, et peu à peu, il travaille sur quoi? Il fait le ghostwriter sur un truc, il ne s'entend pas avec Aldrich sur Sodome et Gomorrhe, qui n'est pas un très bon film d'ailleurs, alors qu'Aldrich est un génie. Et bon, ça commence à être dur. Et sort Les 7 mercenaires. Les 7 magnifiques, je crois en italien, 7 magnifiques, le nom comme ça. Et regarde ça, à l'époque, il y a 2-3 westerns qui se sont faits en Italie et Espagne, autrement c'est les Allemands qui font les villes et tout. Le western américain, c'est que les grosses. C'est fini le petit western, c'est que des grosses productions. Des grands espaces, 7 mercenaires, c'est des gros films. Bon. C'est plus le western de base, et c'est des westerns, qui ne séduisent pas tellement Sergio. Et il dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Et là, il voit Yolimbo, de Kurosawa. Et Yolimbo, ça lui fait penser immédiatement à ce qu'il aime, le roman noir, la moisson rouge. C'est la même histoire.
quelqu'un qui est, c'est un valet de 2 mètres. Et donc, il écrit pour une poignée de dollars, et il veut tout de suite une star. Il fait envoyer le scénario à Fonda, l'agent de Fonda ne viendra pas. Après, il cherche quelqu'un qui est moins star, qu'on commence à voir. Il pense à Coburn, il pense à tout. Ça marche pas. Et finalement, il voit, non pas comme on l'a raconté, qu'on lui a envoyé le truc, il voit au doublage, on double pour la télévision, Roide, et il voit Clint Eastwood. Et il fait pour une poignée de dollars, et là, il invente le western néo-réaliste, et non pas le western italien. Il y avait déjà eu les westerns néo-réalistes, si vous voulez, aux États-Unis, mais pas comme ça. Pourquoi il invente le néo-réalisme? Quand il arrive dans le village où on va tourner, on vient lui dire, Monsieur Léon, comment vous voulez qu'on repeille les façades? Comment on va refaire ceci? Comment vous voulez qu'on mette des arbres? Il dit quoi? Mais vous êtes fous. À l'époque, les gens ils vivaient comme ça. Il y avait le vent, il y avait tout, vous me laissez tout comme ça. Et c'est le premier qui a l'idée de montrer, non pas une ville en ruine refaite par un décorateur, mais de prendre le décor tel qu'il est. Ensuite, bon, il a pris Eastwood. Le producteur dit, mais qui est-ce qui va jouer l'ennemi? Je pense à Gianni Volonté. Quoi? Cet acteur de théâtre, capotin, communiste, insupportable et tout. Je veux Volonté. Il impose Volonté. Il faut une fin. C'est un tout petit rôle. Production allemande, et il a l'idée pour une comédie qui avait remarqué dans des films importants, Marianne Corr. Elle est en bas de truc, elle accepte. Et les autres, il dit, je connais. Et il va chercher tous les voyous qu'il connaît. Et là, je vais vous faire une autre flashback, qui est important. Quand il est assistant sur un film qui s'appelait La Belle, la Brute, la Belle et la Vertu, de Steno, où jouait Orson Welles. Ah, lui, il était fou d'Orson Welles. En plus, Sergio ne parlait pas anglais, mais Welles parlait français. Et très peu italien. Donc, il était tout le temps avec Welles. Et Welles se trouvait sympa. Ils avaient tourné en Ferragnacolor, au début de Ferragnacolor, c'était pas de la merde. À un moment, il faut arrêter le tournage pendant 3 jours. Je trouvais de la pellicule différente. Et Welles se faisait payer à la journée. Le producteur est vert. Et Welles s'est dit, écoutez, vous me donnez votre assistant, là, M. Léon, la pellicule, une caméra, je commence un film pendant les 3 jours moi-même, avant que ce soit prêt. D'accord? D'accord. Et il dit à Sergio, il faut que tu me trouves celui qui a la plus grande gueule de voyou qu'il y a à Rome. Sergio, il connaissait tous les voyous de Rome et tous les figurants de Rome. C'était le roi des filles. Bon. Il va, il trouve un mec à la gueule du Mussolini avec la petite vérole. Moi, j'ai dit, t'as raison. On le prend. Il commence le tournage, qui ne sera pas utilisé, mais c'est déjà le début de M. Arcadine, plus tard. Où un type court près d'un train. Et il fait courir le type près du train. Et il dit à Léon, dis-lui plus près. Alors, vicino, plus près. Le mec qui court plus près. Vicini, toute la nuit, le mec qui court. On recommence demain. Le lendemain, le mec, il ne vient pas. Moi, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Je vais le chercher. Il arrive chez le gars, et le gars est en train de manger avec sa femme, ses enfants. Il dit, mais pourquoi tu ne viens pas? Non, non, je ne viens pas. Tu ne feras plus jamais de travail avec moi, c'est fini, pourquoi tu viens? Tu diras à M. Welles que je fais du cinéma pour vivre, pas pour mourir. Et ça rentre dans la tête de Sergio. Et tout ça, je le raconte parce que ça va revenir dans ses films. Tout ça reviendra. Il est comme une éponge. Il attrape, il attrape. Et il attrape autant de l'art qu'il regarde, parce qu'il aime des films qu'il aime. C'est quand même quelqu'un qui comprend aussi une chose. Il adore le fumetti, tout ça, mais il comprend une chose importante très tôt, avec Pour une poignée de dollars. Qu'il ne faut pas penser le scénario à illustrer. Il faut penser image par image, scène par scène. Et un jour, je lui ai posé la question, c'est dans le livre, je lui ai dit, mais de quel cinéaste tu te sens proche? Il m'a dit Godard. Alors, j'aimais bien Sergio, j'aimais bien Jean-Luc, mais là, je ne voyais pas tellement le rapport, je lui ai dit, Godard. Si, lui et moi, on est parmi les seuls cinéastes qui commencent par penser en image et en son. Et après, c'est l'histoire. Je lui ai dit, ah, je vois Godard. Je lui ai dit, Léon, il m'a dit que, en voyant encore à l'époque, que vous aviez des plans, un plan commun avec lui. Ah, lui, il dit ça. C'est mal parti. Parce que quand Jean-Luc n'était pas en bonne humeur, c'était quelque chose. J'ai dit, oui, mais il dit que vous et lui, vous commencez par penser en image et en son. Et là, bien, à un moment, il a dit, ça c'est vrai. Et à l'époque, ce n'était pas le cas. Très peu de cinéastes faisaient ça. Et quand vous revoyez aujourd'hui les westerns de Léon, ou les jeunes qui les découvrent, qu'est-ce qu'il fait? Il pense en image et en son, il pense en tableau,
il pense pourquoi les gens entrent, et surtout il a compris une chose que personne n'avait faite avant. Le silence, le bruit et la musique, ça peut être un dialogue. Avec Morricone, il trouve ça. Et il y a autre chose qu'il fait, qui m'a été tellement reproché, qui n'avait jamais été fait à ce niveau-là. Il comprend que le visage, c'est un paysage, et qu'un regard, ça en dit plus que tous les mots, et surtout autre chose. Donc il va faire ses regards pour les reprocher. Et ça, c'est pas dans le livre. Un peu avant ça, je lui disais, mais finalement, tu sais que tous les cinéastes, ce qu'on veut, c'est essayer de filmer l'invisible. Il dit oui, mais si tu as des gens qui regardent et tout, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent ce que l'autre cache derrière les yeux. Ils cherchent l'invisible, pour que ça devienne visible. Le cinéma, c'est comment rendre visible l'invisible. Et là, vous vous rendez compte que ce monsieur, qui a été traité de gros connard, pensant qu'au fric, cinéma bourgeois, cinéma populaire facile et tout, c'était le grand esthète. Il avait, on va parier sur l'avenir, mais il avait raison. La phrase de Serge Danet, je ne l'oublierai jamais, on avait, je ne sais pas si je vais la raconter déjà, on avait déjà, il voulait connaître Serge Danet, parce qu'il avait écrit sur lui. Et j'ai dit à Serge, viens bouffer avec nous à la terrasse de Verbesson, à Cannes. Et bon, ils sont comme ça, et puis après le repas, Serge est très content d'avoir. Et je laisse Sergio aller où il devait aller, puis je marche avec Serge. Et Serge dit, tu sais, Sergio Leone, il n'était pas en avance, c'est lui qui était à l'heure. Et ça, c'est formidable, parce que Danet avait des erreurs, avait des qualités, mais là, il a été tombé pile, il était à l'heure. Et donc, Sergio, je voyais les films, je voyais où il habitait, on se voyait beaucoup, et surtout, il y a autre chose qui m'a appris, c'est comment être avec les gens. Ils sont pas de... Il m'emmenait partout quand il était à Paris. À Cannes aussi, d'ailleurs, mais surtout à Paris. Et je le trouvais chez le plus grand avocat où il avait à parler avec lui. Le gars ne savait pas ce que j'étais. Son secrétaire. Donc j'étais là. Et je voyais comment il négociait. Avec les acteurs. Une soirée, un repas chez Aurélien Jolin. La soirée avec Jean Gabin. Ça a été quelque chose. Mais on va encore une fois faire un flashback. Au début, qu'il me parle d'été du Fonds d'Amérique, c'est-à-dire on est en 75, 76, il m'a dit, moi, tu sais que je veux prendre les enfants, les adultes et les vieux. Je veux les trois. C'est trois acteurs différents. Toi, tu es copain de Depardieu. Je dis, ben, je connais un peu, oui, je connais Gérard. À l'époque, je connaissais Gérard, je ne pas Frédéric. Moi, Louis, j'ai trouvé qu'il serait très bien. Je veux changer, je veux qu'il y ait la mafia française dans le film. Et la mafia irlandaise. Et tu as vu Main Street, oui, De Niro, ce serait très bien. Là-dessus, il parle trop. Grimaldi en parle à De Bertolucci, et on retrouve les deux en 1900. Puis Gérard, bon, on l'aimait bien, c'est un jour, enfin, il avait autre chose à faire. Mais ça reste dans sa tête, De Niro. Et il me dit, voilà, les vieux, je dis, qui tu vas prendre? Mais je veux, il voulait encore Depardieu à l'époque. Il me dit, Gabin, il fera Depardieu vieux. Et je dis, et pour De Niro, James Cagney. Il vit encore. Je veux James Cagney. Tu as vu l'enfer est à lui de Walsh, tu as vu le Public Enemy, c'est lui. Bon. Et Rossif arrange un déjeuner, un dîner, chez Conti, avec Gabin. Ce repas mesurait toujours, il y avait Rossif, Milonas, qui était l'assistant de Rossif, le couple Bétou, Léon, Gabin et moi. Il me demande de venir. Bon, Gabin, j'admirais surtout le Gabin d'avant-guerre et quelques films après, mais enfin bon, je ne voyais pas ce que je vais faire. Il dit si. Je dis pourquoi on va parler avec Gabin, je veux l'observer. Je dis mais tu le connais, oui, mais je veux l'observer. Bon, il prévient Rossif, et le repas, peu à peu, j'attends l'occasion. Puis j'ose pas. Gabin. Et alors je dis, moi, monsieur Gabin, je veux savoir quels cinéastes étaient les plus importants sur les trois que vous avez cités tout à l'heure, Duvivier, Carnet et Renoir. Et là, Gabin me regarde et dit, le gros. Je dis, Renoir, oui. Mais dites-donc, vous êtes d'où, vous? Je dis, moi, je suis du Nord. Non, non, il y a autre chose. Ma mère, elle est de Méry-sur-Oise. Oh, je suis de Méru.
C'est une grosse vulgarité. Bon. Et le clic est là. Et le repas, ça a été une discussion qui a même continué seul avec Gabin par la suite, mais ça, j'ai jamais vu Gabin après. Mais Sergio, j'ai compris là une chose après. Pourquoi il avait fait ça? Pas pour me faire cadeau de parler avec Gabin. Tout à l'heure, je vous ai dit, il puisait tout. Mais il puisait chez les gens. Il fréquentait des gars impossibles à Cannes. Des mecs arrivaient à Sergio, ils connaissaient à peine. À un moment, j'ai dit, qu'est-ce que tu fous avec ces emmerdeurs qui s'accrochent à toi comme des morpions sur une queue sale? Je me rappelle, elle a fait ça exactement. Et il m'a répondu, non, c'est comme des flous trop pourris sur un arbre. Je fais ça, ils tombent tout seuls. Mais il prenait. Et j'ai retrouvé des trucs de ces gars-là dans les films du fond en Amérique. Parce qu'il me racontait, chaque fois que je voyais, il me racontait des scènes, plan par plan, que j'ai retrouvées dans le film. Et puis, au bout d'un moment, bon, il va voir Cagney, qui avait cette maladie que vous connaissez, Parkinson. Il dit, je ne peux pas. Et il n'arrive pas à monter le film. Il y a des producteurs qui arrivent, je les vois tous, il n'arrive pas à monter le film, le producteur, ça va pas. Et il n'est pas content parce qu'avec les Américains, ça s'est très très mal passé pour eux. Une fois dans l'Ouest, ils ont coupé quand même plein de minutes dedans, ils ont bousillé son film. Puis autre chose qui s'est passé qui est grave. Qui sait? Et je dois dire que j'ai vu récemment un film très bien fait d'un Italien sur Léon, mais dedans, sans doute que le conseiller qu'il avait pris ne savait pas, il montre le plan qui n'existait qu'à la télévision américaine d'une main qui vole le poncho et tout avant le début pour épeler de dollars. Bon, c'est des plans que les Américains ont obligés à tourner pour qu'on comprenne pourquoi il y avait un poncho. Et on n'y est pour rien, c'est Monty Hellman qui a tourné ça. Et Monty m'avait dit, ne me présente jamais à Léon, j'aurais trop honte. Et c'est important, je dirais pourquoi après. Mais les Américains, ils avaient complètement coupé son film, détruit son film. Il a fallu attendre, disons, la phrase de Bob Kennedy qui dise Nixon c'est le truand, mon frère c'est le bon, Nixon c'est le truand et un tel, enfin, qui cite le bon la beauté le truand, que du coup ça devienne un boom et qu'il se fout de Houston le lendemain. Les films de Léon ne marchaient pas aux États-Unis, pas du tout. Et c'est parce qu'un type avait vu à Paris, pour une poignée de dollars, de la Paramount, qu'il avait voulu le voir pour lui faire faire la western. Comme ça que ça s'est fait. Et donc il était très très aigri de ça. Surtout qu'il avait fait le même coup avec Tuer une fois dans l'Ouest, enfin la Révolution, et toutes les scènes de flashback sont coupées dans la version américaine au début. Les trois, avec la musique et la fille qu'ils embrassent tous les deux, coupées. Bon. Et donc il était très. L'Américain, il n'avait pas confiance, il hésitait. Et bon, il ne savait pas quoi faire. Et brusquement, il rencontre Mitchell et le film va se faire. Et De Niro a suivi le truc. Et là, moi, j'ai suivi un peu du tournage à Paris et tout. Seulement, il y avait un problème avec Sergio, c'est que Sergio ne parlait pas anglais. Pour une poignée de dollars, ça s'est fait entre Clint et lui, ça Clint me l'a raconté. Il se mimait. Pour quelques heures de plus, c'était plus compliqué. Avec Fonda, il y avait un traducteur. Mais ce qu'avaient les hommes, comme c'était vous savez, il travaillait sur la forme, sur les visages, les paysages, film invisible, les grands champs. C'est quand même, si vous vous souvenez du début du Pour une poignée de dollars, on n'avait jamais vu ça dans les westerns. C'est un type qui arrive de dos, il sort de la salle. Généralement, les westerns, on voit un type qui arrive au loin, il arrive en face de nous. Non, le mec est de dos. Il est espèce et il se voit. Il avait des idées de cinéma. Le cinéma. Et moi, je sais qu'avant de tourner, il y a une fois le mec qui m'a dit, je ne sais pas, mais le film devrait s'appeler Il était une fois le cinéma. Alors, je crois que j'ai déjà été un peu long, je ne sais pas s'il me reste encore du temps. On va un peu abréger. Je vais quand même parler de son style, mais avant, j'aimerais dire une chose importante. C'est dans l'entretien là-dedans. Un peu avant sa mort, Sergio préparait ce film magnifique qui aurait pu exister, qui était 900 journées de Leningrad. Il me téléphone, il me dit, écoute, tu vas venir me voir à Rome bientôt, je sais, il faut que je te parle de quelque chose pour le futur festival de Cannes. Bon. Et je suis à Rome, c'était au moment où on organisait le truc qu'il y a eu à la Cinémathèque, qui existe actuellement sur le net. Et après, on a fini à l'écran de Saint-Denis. Et il me dit, je veux que tu fasses un colloque avec moi à Cannes contre le cinéma d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ces cons? Qu'est-ce que c'est que ces stronzi?
qu'on dit c'est trop de merde, qui donne l'Oscar à Tendre Passion, qui est un film de télévision. C'est pas ça le cinéma. Alors tu vas tout préparer, j'appelle Jacob. Bon. Moi je dis d'accord. Connaissant le système, je dis bon, d'accord, je vais aller là-bas, je ne vais pas être payé, c'est rien, ça fait plaisir à Sergio, c'est très bien. Mais Jacob m'appelle. Oui, Noël, écoutez, c'est très bien l'idée Sergio. Je dis d'accord, écoutez-moi une seconde. Hein. Je veux bien le faire. Mais je veux bien venir par mes propres moyens. Mais vous me logez, hein. Je veux des frais. Ah non, non, bah, je dis à Sergio que je ne veux pas. Et ça ne s'est pas fait pour ça. Jacob ne voulait pas me payer l'hôtel. C'est pas vrai. Il ne voulait pas que le colloque ait lieu. Bon. Et là, il m'a dit, c'est qu'il ne veut pas le colloque. Bon. Et il n'est plus venu à Cannes, ni moi d'ailleurs. On a arrêté d'y aller. Et on va arriver à la chose la plus. Les deux dernières choses merveilleuses, c'est qu'il y a donc cette histoire, il dit pourquoi tu ne fais pas avec moi? Et il est à Paris pendant une journée, on commence les entretiens pendant une journée, et puis après je vais à Rome, en 3 jours on a fini les copies. Et puis je lui pose la question, je dis, mais alors, c'est quoi? T'en es où des 900 journées de Leningrad? Alors ça a tellement été repris du livre et tronqué que je vais vous le dire. Je ne vais pas vous lire le livre, mais je vais vous résumer. Il me dit, bah voilà, ça commence, on a les mains sur un piano qui joue. C'est les mains de Shostakovich. Peu à peu, la caméra, c'est la nouvelle à Mouma qu'ils ont, elle va en arrière. Et on voit le dos, lui qui joue. Puis elle panoramique vers la fenêtre. On voit des gens qui marchent. Ils marchent tous. Ils marchent. Il y en a qui ont des armes. On les suit dans la rue. Ils marchent. Il y a des camions qui arrivent. Il y en a qui montent dans les camions. Il y en a qui courent. Ils continuent de marcher, tous et tout. Et ils arrivent comme ça. Et puis, ils arrivent. Et ils quittent Leningrad. Ils sont dans les faubourgs. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent vers eux. Et on n'a toujours pas fait couper. C'est toujours le plan séquence. On arrive. Et ils sont là. Ils se mettent avec leurs armes. Ils sont tous allongés comme ça avec les armes pour tirer. Et là, comme John Ford, il fait pour montrer les Indiens, c'est fantastique. La caméra, elle bouge, et on voit toute la Panzer Division qui va les tuer. Sur la staffette de Leningrad, moi, je dis générique, et c'est la fin du livre. Et ça, je le vois raconter, je ne dirais pas par qui, dans certains films, ça n'a rien à voir. Pourquoi je raconte ça? Parce que je vous ai parlé du style de Léon. Et c'est ça le style de Léon. Le nombre de plans séquences, le nombre de gens découpés qui se regardent, où il n'y a rien, soi-disant. Vous connaissez tous, vous connaissez l'histoire du début, la musique qu'avait fait Morricone pour le début du Tout feu dans l'Ouest. Il n'aime pas la musique. À la place, qu'est-ce qu'il fait? Et quand Morricone a vu le film en projection la première fois, il s'est tourné vers Sergio et il a dit, ça c'est la meilleure musique que j'ai faite. Sergio, il avait, dès le départ, le film dans la tête. Moi, quand j'ai vu, parce que c'est le seul, j'étais témoin de la gestation, j'ai fait en Amérique, j'ai vu le film. Y compris les pleines. Je ne retrouvais pas les scènes qu'il a coupées, qu'il a remis après, comme la scène où il parle des Juifs avec le chauffeur de la voiture qui conduira Médémora. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il racontait les choses très clairement. Il savait. Il avait le film dans la tête complètement. Il savait ce qu'il allait faire. Et pourquoi? Le style d'abord. Et ce qui était étonnant d'un autre côté, c'est que je vais être obligé de me lever pour vous expliquer. Argento m'a confirmé ça. C'est quand il me racontait les films, c'était déjà les images. Je m'explique. C'était lui, dans la chambre d'hôtel. Là, il y a De Niro qui arrive comme ça. L'autre, il le regarde avec son truc. Là, il y a l'autre qui est là, il fait. De Niro, il va. Il s'assoit. Il montre le cadre. Il s'assoit. Il regarde. Vraiment, il dit, bon, il faut faire un café. Là, on a un mot qui fait. Et on passe à autre chose. On parle du trône. On parle de ceci. On est les deux seulement. Et tout. On dit, regarde. Il rit un peu. Et tout. Bon, tu veux pas de cul dans le truc, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle. Tout. Bon. Et tout le découpage. J'ai les plans, plan par plan. Et après, il y a la tasse de café. Et là, la tasse de café. Les yeux. Et moi, je lui dis, mais attends, ça, c'est le début, c'est une fois dans l'Ouest. Il dit, oui, c'est pareil. Et pourquoi?
Parce que si tu veux faire montrer le temps à l'écran, tu prends le temps de le montrer. Et là, ça m'a fait comprendre un truc extraordinaire. Dans tous les films westerns qu'on voit, les duels, généralement, c'est les mètres carrés, mais PAM! Chez lui, ça dure au moins une plombe avant qu'il se tue. Mais ça dure une seconde quand c'est fini. Bon. L'un des plus beaux duels de l'histoire du cinéma de western, il y en a plein des beaux duels. Moi, j'avoue que j'ai toujours eu une hésitation, j'ai longtemps eu une hésitation, et finalement, celui que je préfère, c'est pas du tout celui de la fin de l'Ouest, qui est très beau, avec Fonda qui se retourne. C'est pas celui de Paul Dollar, qui est très fort, le revolver dans la carabine. C'est vraiment celui de la montre de Truand, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais cette idée que les morts chantent, que la caméra tourne, comme ça, et qu'ils soient à trois pour tirer le triel, c'est formidable. Mais avant, on oublie tous, à ce moment-là, on ne se rappelle pas qu'il a inventé, avant, une chose que personne n'avait fait, c'était le duel décalé en deux. C'est celui pour le poignet le plus, avec les deux montres qui arrivent, et que le temps revient, et que les armes changent, le duel dans l'arène. Je ne savais pas ça. On a eu des duels magnifiques d'Hervé Rideau, où l'autre n'est pas chargé parce qu'il veut mourir, parce qu'il a baisé sa fille. Et il disait, tu comprends, qu'est-ce que c'était l'Amérique? C'était des voleurs, c'était des salauds, c'était des ordures, mais ils étaient fascinants. Ils étaient fascinants. Bon, moi, je préfère filmer ces gens-là. C'est ça qui m'intéresse. Et tout ce qu'on lui a reproché, trop de violence, trop de sexe, trop de ceci, trop cela, ça le faisait hurler de rire, tristement. Il m'avait raconté que quand il était en train de tourner, je ne sais plus lequel de ces westerns, il y a un reporter américain qui est venu le voir, c'était pour le bon, la beauté, le truand, et il lui pose la question, il avait son journal, mais pourquoi vous avez tellement montré autant de violence? Vous n'avez pas honte? Il dit, c'est votre journal, ça, regardez là. La photo là, le noir il entre, là on le tue, là il tombe par terre, là on le voit avec un gros plan de sang, c'est votre journal ça. Et vous dites que moi j'aime la violence? Et la violence, il savait ce que c'était. Il avait vu Mussolini. Et je vais conclure en disant que peut-être que le choc que j'ai eu devant Giulia Testa, ça a été au point de révolution que quand j'étais chez lui une fois, une des premières fois que j'étais chez lui, après il dit on va aller voir la film, c'était un dimanche. Il a réveillé son projectionniste. Il m'a dit quel film tu veux voir? Et je lui ai dit ben, je veux revoir une fois la Révolution. On n'avait pas les cassettes ni rien à l'époque. Et il m'a regardé, il a dit ah, toi? Je dis oui, pas toi. Il dit écoute, c'est pas mon meilleur film, mais c'est peut-être celui qui me touche le plus parce que je ne devais pas le faire. Et beaucoup plus tard, j'ai compris que comme il ne devait pas le faire, c'est peut-être le seul film où il se raconte lui. Vraiment. En deux, coupé en deux. Le révolutionnaire et l'autre. Mais c'est aussi le film qui vient d'un film qu'il admirait beaucoup, d'un monsieur qu'il n'admirait plus. Qui est peut-être une des matrices de Sergio Leone, c'est Veracruz, de Robert Aldrich. C'est l'histoire d'un type, un sudiste qui a pleuré la sécession, qui essayait une crapule. Mais une révolution, c'est quoi? C'est l'histoire d'un gars qui a perdu sa révolution et qui s'est lié avec un voleur de poulet. Ça vient là. Et ça, c'est une chose qui m'avait frappé, c'est que ce pessimisme énorme qu'il avait, ça venait de... Je crois que le cinéma, ça lui a permis de ne pas se suicider. Je le pense franchement. Parce que moi, j'avais parlé avec Carla, il a eu des problèmes de santé à un moment, sa femme, et toute l'époque où il attendait de faire les Grilles d'une fois, l'Amérique n'y arrivait pas, ça n'allait pas bien. Il n'était pas bien. Il tombait malade. Et il s'est passé la pire chose qui pouvait lui arriver. Michel s'est battu, mais il n'a pas pu avec les Américains, et quand l'Amérique est sortie aux États-Unis, ils ont tout remis dans le bon sens. Les scènes d'enfants d'abord, les scènes d'adolescents, les scènes d'adultes et les scènes de la femme. Bon. Et en coupant le film en morceaux. Et il s'en est pas remis. Il allait s'en remettre en faisant peut-être l'autre film, avec De Niro d'ailleurs, qui était toujours d'accord. Il s'en est remis. Pendant le reste, il encaissait. Quand il est arrivé, pendant le tournage, ça je l'ai su, il m'a raconté, pendant le tournage,
ce chef-d'œuvre définitif qui est Une fois l'Amérique, où dedans on parle de la vie, on parle du sexe, on parle de la mort, on parle du sang, on parle de la vie. Au bout de quelques jours, à un moment, De Niro, il dit c'est ça qu'il faudrait faire, tout ça et tout et tout. Et il y a des gars qui lui traduisent. Et là, Sergio lui dit écoute, De Niro, tu n'es pas en train de faire un film de Niro réalisé par Sergio Leone. Tu fais un film de Sergio Leone et tu joues comme acteur De Niro. Maintenant, tu montes à l'étage. Quand tu descends, tu dis si tu quittes le film ou si tu fais mon film. Une heure après, De Niro, il est revenu et dit t'as raison. Et Sergio avait ça. Tiens, avant de dire une chose plus triste, une dernière chose assez amusante. Je lui dis, j'adore, je l'atteste, mais c'est formidable. La différence de jeu entre Coburn et entre Steiger. Et ça avait été confirmé par Coburn que j'avais rencontré au Festival du roman policier. Il dit, ça s'est très mal passé au début, dit Sergio. Au début, je disais à Steiger, là, il va et il prend la bouteille. Alors, Steiger, il faisait 2 pas, il se grattait le cul. Un pas, il se grattait la tête. Un pas, il faisait. Un pas suivant, il prenait la bouteille, il la serrait contre lui. Bon. 4, on refait. 20 prises. 30 prises. Au bout de 50 prises, Steiger était fatigué, il a traversé pour la bouteille. Au bout de 3 jours, Steiger dit à Fulvio Marcella, enfant de putain de la famille de Sergio, il lui dit mais pourquoi, quand il fait tourner Coburn, il fait 2 plans, il est content. Moi, il me fait tourner 50 plans, pourquoi? Là, je ne sais pas quoi répondre. Il dit mais tu sais, c'est un grand enfant, Sergio. Il sait Coburn, bon, il fait son boulot, toi, il t'adore. Ah bon, oui, il veut te voir sans arrêt, il dit encore. L'autre, je le crois. Et il continue pire, Sergio. Et là, Sergio, il dit écoute. Et comprenez un peu l'italien, Steiger. Il avait déjà tourné des films en Italie et tout. Jouer un acteur de merde qui a eu l'Oscar par erreur. Tu es le pire de tous. Tu m'emmerdes. Tu es mauvais. Tu n'es pas bon. Tu es rien. Ou tu fais ce que je te dis, ou je change, je m'en fous, j'envoie la titanus, j'envoie tout le monde en l'air, j'arrête le film. Mais je ne te veux plus comme ça. Steiger était. On ne l'avait jamais parlé comme ça. Et Steiger était dans un coin. Et au bout de 2-3 jours, il a compris qu'il ne jouait pas un Pancho Villa, mais un truand de merde. Bon. Et Sergio pouvait avoir ses violences. Moi, je l'ai vu en colère. C'était pas moi. Et sur la fin de sa vie, il s'est passé que, bon, il était très fatigué. Et là, une chose personnelle, parce que finalement, si ce bouquin qu'on a fait, c'était très bien, et on continue à se voir, on était de plus en plus proches. Et je suis obligé d'y penser, parce que maintenant, ça fait juste 35 ans qu'il est mort, en avril. C'est très intime, je m'excuse, mais il faut que je le dise. Ma mère était enceinte et une petite fille devait arriver, et Sergio m'a dit je suis le parrain. J'étais content qu'elle ait un parrain comme lui, c'est ce qu'on peut rêver. Surtout qu'il y en a un qui était jaloux, c'était Chris Marker, parce qu'elle avait monté le film de Chris Marker, qui voulait aussi être le parrain. Bon, ça a été une anecdote à l'arrivée, mais Sergio s'était donc d'accord. Et j'appelle Sergio à Rome quand la petite est née. Et il me dit ah oui, mais écoute, j'étais là il y a 2-3 jours, mais j'ai pas eu le temps de passer, il t'appelait et tout. Je reviens au début mai, on fait la fête, je suis le parrain. 3 jours avant ce début mai, enfin 4 jours avant, je vais présenter un week-end Hitchcock à Dunkerque. Et le samedi, je vois qu'il y a un message, il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque, je vois un message dans mon hôtel, de rappeler ma seconde épouse très vite. Sergio était mort. Avant de faire la fête. Et j'ai envoyé un mot à Carla, j'ai pas été à l'enterrement. Et il y a 2 personnes comme ça auxquelles je pense tous les jours, dans les cinéastes que j'ai connus. C'est le monde opposé. Sergio. Et de l'autre côté, certains connaissent peut-être Jean-Claude Biette. Et je voudrais dédier cette séance à Jean-Claude, parce qu'on l'a un peu oublié, qui était entre autres, disons, il était par rapport à Pasolini ce que moi j'étais par rapport à Léon, quoi. Moi j'ai connu Pasolini grâce à
Et Biette avait de l'estime pour les hommes, mais il se connaissait à peine. Mais voilà, il y a des cinéastes que les gens oublient vite, et dès qu'on n'oublie pas, parce que finalement, Léon, quand il est mort, il était, bon, admiré, mais bon, c'était pas la star que c'est devenu avec le temps. Et là, ça me rappelle, j'ai parlé de Rivette tout à l'heure, avec qui je voyais les films en version française. Rivette m'avait dit dans l'entretien sur Le Mot Fou avec lui, il m'a dit, finalement, Godard a raison de Bonaparte quand il marque classique égale moderne. Parce que les classiques, c'est les modernes qui ont réussi à passer le temps. C'est ceux qui demeurent. Et c'est vrai, qu'est-ce qui est moderne aujourd'hui dans le théâtre? C'est Racine. Jusqu'à Corneille. Qu'est-ce qui est moderne dans le cinéma aujourd'hui? C'est Léon. Je parle des classiques. Qu'est-ce qui n'est pas moderne aujourd'hui, qui ne sera jamais classique? C'est les trois quarts du cinéma d'aujourd'hui, qui se contentent d'illustrer et pas de créer des images et du son. Parce qu'ici, on est dans un endroit où, quand ils mettaient leur caméra, les frères Lumière, ils essayaient d'attraper ce qui se passait. Et après, ils ont dit, on va le faire nous-mêmes avec des fictions. Mais comment ils se sont inspirés pour cadrer les fictions, les frères Lumière? Ils sont inspirés de la réalité de ce qu'ils avaient filmé en documentaire. Parce que documentaire et fiction, c'est la même chose. Chadik disait, mes films de fiction, ce sont des documentaires sur des acteurs jouant mes pièces. Et Léon, qu'est-ce qu'il fait en filmant des visages? Il fait ce que disait Cocteau sur les visages. Regardez votre visage dans une glace et vous verrez la mort au travail. Merci.